dans un premier temps, c'est prendre un témoignage. Pour nos 10 ans d'existence, l'IDAT a été très ami avec CIEMAG. Dans les vidéos, on a vu des articles signés de Didier Pouillot en tant qu'expert du numérique et des télécoms. Donc peut-être apporter un témoignage pour les 10 ans de CIEMAG. Non, ben, pour dire que ça a toujours été un plaisir, et j'espère que ce le sera encore dans le futur, de travailler pour CIEMAG, de contribuer avec nos moyens, mais donc sur un certain nombre de dossiers, pour apporter des éclairages un peu généraux sur l'économie numérique dans un certain nombre de pays, puisqu'il y a eu un certain nombre de numéros spéciaux, et à chaque fois c'est le même plaisir de pouvoir contribuer. Très bien. Tout à l'heure, tu as fait une présentation sur des projets IGOV en Afrique, notamment avec les pays qui ont mis en place des plans numériques. Aujourd'hui, tu nous apprends qu'il y a une quarantaine, puisqu'on a fait le décompte, et puis des chiffres vraiment exacts à chaque fois qu'on te voit. Est-ce que tu peux revenir là-dessus sur ces schémas directeurs et pourquoi on peut les produire, mais on peut les mettre en place pour la mise en opération de ces plans pose toujours problème? Alors d'abord, bon, je ne parlerai pas de projet IGOV, je parlerai de projets ou de schémas de développement d'économie numérique de manière très large, donc IGOV étant une des composantes de ces schémas. Et ben, pour moi, les deux raisons principales, c'est ce que j'ai exprimé tout à l'heure, c'est d'abord, et ça a été rappelé par un certain nombre d'autres intervenants et des gens du terrain, c'est une question de gouvernance, parce qu'on a établi des documents de cyberstratégie, de politique nationale, etc. Mais ensuite, le plus souvent, ce qui a pêché, c'est la mise en place des structures qui devaient rendre opérationnels ces différents programmes. Alors, parfois, elles sont mises en place, ça a bien marché. Parfois, elles sont mises en place, ça a été beaucoup plus lent que prévu. Et puis, parfois, elles ne sont pas mises en place et il ne s'est rien passé du tout. Donc, c'est les schémas, évidemment. Chaque pays correspond à un schéma différent. La deuxième raison que j'évoquais, c'est le fait que le plus souvent, ces schémas qui évidemment tiraient parti d'un certain nombre d'expériences étrangères et de bonnes pratiques qu'on pouvait tirer, étaient extrêmement ambitieux, pariaient sur le déploiement d'un certain nombre de services, d'applications, d'usages, etc. Mais que bien évidemment, dans toutes ces affaires, il est important de commencer par le commencement et de commencer par le déploiement des infrastructures. Et dès lors qu'il n'y a pas ce socle, ou dès lors qu'on n'attend pas que ce socle soit mis en place, ça reste des belles paroles et il est difficile de concrétiser les promesses en termes, encore une fois, d'application et de services. L'IDAT est un observatoire des télécoms mondialement connu. Depuis quelques ans, vous produisez donc, le DJ Africa, DJ World Africa, qui va paraître, je pense, pour la troisième édition cette année. Quels sont, en gros, ce qu'on peut retenir de ce nouveau rapport qui va paraître, notamment sur l'Afrique? Alors, ce qu'on peut retenir, enfin, je pense que pour le moment, notre ambition est modeste, même si on cherche effectivement, année après année, à étoffer ce rapport, comme on l'a fait pour le Digital Yearbook au niveau mondial, qui lui a 15 ans d'existence, mais qu'on continue d'essayer d'enrichir. L'idée, c'est vraiment une fois par an, de s'arrêter et faire un point sur les déploiements, l'état actuel du numérique en Afrique. Donc, c'est vraiment ça. Après, pour le moment, on ne cherche pas à définir de thématiques, à définir de points clés spécifiquement dans les différentes éditions. Mais ce qu'on peut retenir, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, la grosse affaire, ça reste le déploiement des réseaux sur lesquels vont pouvoir s'appuyer derrière les développements de nouveaux services. Je crois que c'est un point important. Il y a des pays qui disent aujourd'hui, en termes d'infrastructure, donc ils ont déployé la fibre optique, ils ont des réseaux qui sont puissants, et ce qui manque, c'est peut-être le contenu. Aujourd'hui, en Afrique, c'est connu. Est-ce que vous partagez ce point de vue en disant que, en termes d'infrastructure, on a ce qu'il faut, et maintenant, ce qu'il faut compléter, c'est avec le contenu? Non, en tout cas, je serais un peu en retrait par rapport à ce point de vue. Je pense qu'il y a quelques pays qui ont effectivement les infrastructures qu'il faut, et peut-être, je ne suis même pas sûr qu'il manque de contenu. Je pense que le contenu vient assez naturellement, dès lors qu'il y a les infrastructures. Mais je reste dans l'idée que pour de nombreux pays, aujourd'hui, la problématique numéro 1, c'est de compléter le déploiement des infrastructures qui restent aujourd'hui cantonnées à un certain nombre de grandes villes et au niveau des backbones qui a du mal à passer de ces grandes villes
vers la province un petit peu plus reculée. Donc, pour moi, ça reste l'enjeu principal. La thématique de contenu, elle est derrière. Enfin, je prends juste 30 secondes pour un exemple. Au Burkina Faso, comme dans tous les pays africains d'ailleurs, la transition au niveau de la TNT devait se produire en mi-2015. Au moment où ça s'est produit, il y avait un multiplex qui s'était constitué avec un certain nombre de producteurs de contenus locaux. Donc c'était prêt. En revanche, la transition vers la TNT, elle n'était pas prête, elle a été reportée de 2 ans. Et une partie, la moitié je crois, des chaînes qui étaient prévues sur ce multiplex sont aujourd'hui retirées de la course parce qu'ils n'ont pas pu suivre au niveau financier et attendre ce délai de 2 ans. Donc je pense que s'il y a de l'infrastructure, les contenus arrivent immédiatement. En revanche, s'il n'y a pas d'infrastructure, ça fait fuir les contenus. En parlant de ça, certains pays ont bloqué les accès de voie IP, notamment le Maroc, qui est, je pense, une erreur stratégique en tant qu'observateur, en tant qu'analyste. Qu'est-ce que vous pensez de ce fait de bloquer? Là, je pense qu'il suffit simplement de regarder un petit peu dans le passé ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les opérateurs, y compris dans les pays occidentaux, ont eu, dans un premier temps, cette même attitude vis-à-vis de ce qu'ils appelaient les passagers clandestins, c'est-à-dire de ces fournisseurs de services qui venaient utiliser la bande passante sans réellement la rémunérer. Si on remonte plus dans le passé, il y a eu le même blocage vis-à-vis de ce qu'on appelait les callbackers. Quand les opérateurs ont vu une perte de leur suprématie sur les communications internationales. Ça dure un temps. Après, cette attitude de concurrence qui tente à les repousser de manière frontale, les opérateurs comprennent vite que de toute façon c'est un mouvement de fond, qu'on ne peut pas résister trop longtemps et qu'il faut au contraire essayer de les intégrer dans les nouveaux modèles économiques. Parce que de toute façon, c'est des fournisseurs d'applications, c'est des fournisseurs de services. Pour qu'ils vivent, il faut qu'il y ait une augmentation de la capacité, une augmentation de la bande passante, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, celui qui valorise la bande passante ou la capacité, c'est l'opérateur de réseau. C'est pas Google, c'est pas Facebook, c'est pas ces différents groupes. Et dans quel modèle de coopération doit-on s'orienter entre opérateurs et OTT? C'est difficile à dire. Je pense qu'il y a plusieurs modèles possibles. Donc il y a les modèles de partenariat de type un petit peu exclusif, où un opérateur va proposer un package en association avec un OTT. Il y a des modèles plus ouverts qui considèrent simplement que l'opérateur a tout à gagner de voir l'usage de sa bande passante augmenter, donc ouvert à tous les OTT de façon à ce que ça crée de plus en plus de trafic et que lui puisse se rémunérer de plus en plus sur le trafic, un modèle qui pourrait passer sur la qualité de service. Je crois qu'il n'y a pas un scénario, chaque opérateur peut se positionner. Ce qui est important, c'est de considérer qu'on passe d'un schéma de concurrence frontale à un schéma de partenariat. Je pense que c'est ça l'évolution principale. Merci Didier d'avoir répondu à la question. Merci Mamadou. Rendez-vous en octobre prochain pour la 6e édition des Assises de la transformation digitale.